Prix Nobel de la paix en 2018, le docteur Denis Mukwege consacre sa vie aux femmes victimes de sévices sexuels dans la partie est de la République démocratique du Congo, que l'on surnomme tristement la capitale internationale du viol. Mais derrière ces actes de barbarie, Denis Mukwege dénonce, au risque de sa vie, la responsabilité des groupes armés rwandais, ougandais, congolais qui utilisent le viol comme une arme de guerre pour terroriser les populations locales et s'accaparer leurs terres, riches en métaux rares, en or, en pierres précieuses. Ce courage, Denis Mukwege le puise dans la force des femmes, pour reprendre le titre de son livre publié chez Gallimard. Ces femmes violées, meurtries par la violence et la cupidité des hommes, il les aime, il les admire. De passage à Angers, où Denis Mukwege a fait ses études de gynécologue obstétricien, j'ai eu le privilège de pouvoir le rencontrer pendant 1 heure et réaliser cet entretien que je vous propose d'écouter aujourd'hui. Ma première question fut de lui demander comment il fallait comprendre cette phrase tirée de son livre « Je me tiens aux côtés des femmes, jamais devant elles ». Docteur Denis Mukwege. Se tenir à côté des femmes et pas devant elles, ça signifie tout simplement que je considère que nous sommes égaux et que dans cette notion d'égalité, elle m'apporte beaucoup et je peux aussi les rapporter quelque chose. Et je n'ai pas à faire valoir mes compétences médicales, mes compétences culturelles ou quoi que ce soit. Je pense qu'elles ont beaucoup aussi à m'apprendre. Et donc, nous marchons ensemble et pas moi devant tel. Mais vous savez ce que vous représentez sur place. Elle vous appelle souvent papa, hein. Vous êtes comme un père pour elle. Vous avez cette notoriété internationale aujourd'hui. Ça n'a rien changé? Non, je crois que ces femmes m'apportent beaucoup. J'ai d'abord découvert toutes mes faiblesses et j'ai découvert en soignant ces femmes à quel point les femmes étaient fortes et même les piliers de notre société. Leur façon de se comporter par rapport à l'ensemble, pas par rapport à elles-mêmes. Vous insistez beaucoup sur la force des femmes. Absolument. Vous êtes, même je le sens parfois, émerveillé par cette force qu'elles ont en elles, cette résilience, pour prendre ce mot, oui, après les horreurs qu'elles ont vécues souvent. Puisque j'ai eu aussi à soigner les hommes, et je pense que les hommes, même si en apparence ils montrent qu'ils sont forts, mais lorsqu'ils sont confrontés aux mêmes difficultés que les femmes, on voit que les hommes s'écroulent beaucoup plus facilement. Et quand je l'observe de plus près, je trouve que les femmes trouvent aussi leur résilience dans le fait qu'elles ne vivent pas pour elles-mêmes, elles vivent pour les autres, elles vivent pour leurs enfants, elles vivent pour leur famille. Et je crois que cette notion... Et pas les hommes. Pourtant, ils pourraient vivre de la même manière pour leur famille, je crois pour que leurs les enfants. hommes, leur ego, l'emportent sur l'ensemble. Vous le dites très clairement dans votre livre, Denis Mukwege. Vous donnez l'exemple d'un homme qui a été émasculé et qui s'en remet pas, alors que vous parlez de ces femmes qui ont vécu des viols à répétition avec des gestes de barbarie ignobles qu'on ne va pas trop décrire, et vous dites qu'elles arrivent à se relever. C'est ça la grande différence que je trouve. Et je trouve que ces différences se trouvent dans le fait que les femmes ne vivent pas pour elles-mêmes. Elles vivent pour les autres. Elles vivent pour leur famille. Et les hommes, lorsque ils subissent la même chose que les femmes, c'est comme si, à partir du moment où un homme perd, je dirais entre guillemets, ses capacités sexuelles, il a le sentiment qu'il n'existait plus. Alors que les femmes que je soigne, ce sont des femmes qu'on a complètement détruites. Leur appareil génital a été complètement détruit. Mais j'ai vu, j'en connais, qui adoptent, qui essayent de créer quand même une famille et qui
donne aux autres, même aux enfants, qu'elles n'ont pas eu. Et ça, je trouve que c'est formidable. Ça m'impressionne. Je suis très touché par ce don de soi. Alors Denis Mukwege, on va reparler bien sûr de ces femmes tout au long de cet entretien, mais j'ai envie de mieux vous connaître, on a envie de mieux connaître l'homme qui est derrière ce docteur Denis Mukwege. On peut parler de vocation chez vous quand on parle de médecine. Vous êtes devenu médecin par vocation? Je suis devenu médecin par vocation. Je crois que j'avais fait un deal avec mon père. Qui lui était pasteur. Qui était pasteur. J'avais 8 ans. Et mon père, allant prier pour les malades, quand on l'appelait pour les malades, et je crois qu'un jour, il priait pour un enfant, et je me suis en quelque sorte représenté. Donc cette image de cet enfant, je me suis représenté dans cet enfant, puisque moi-même, j'étais malade quand j'avais son âge, et mon père avait prié, mais n'avait pas donné d'autres soins, alors que... Ah oui, vous avez donné des médicaments, mais à l'enfant, il n'avait pas donné de médicaments. Il n'avait pas donné des médicaments. Et c'est vrai que j'avais un sursaut, je m'étais dit, mais mon père, il n'est pas juste. Il ne fait pas la même chose que ce qu'il fait pour moi. Parce que pour moi, il priait, mais il donnait aussi les médicaments. Et j'ai posé la question naïvement, papa, pourquoi pour cet enfant, tu ne donnes pas de médicaments? Mon père m'avait dit, je ne suis pas médecin. Et ces mots a commencé à tourner en moi. Ah bon? Alors moi, je serai médecin, c'est ce que vous vous êtes dit. Puis, j'ai dit à mon père, alors moi, je serai médecin, toi, tu prieras, et moi, je vais donner les médicaments. Comme ça, on peut avoir... On va travailler ensemble. On va travailler ensemble. On aura des guérisons rapides. Et mon père m'a tapoté sur l'épaule en disant, allez, Denis, oui, tu seras munganga. Munganga, c'est soignant dans ma langue. Et je crois que c'était parti comme ça. Et tout ce que j'ai fait après dans ma vie, c'était atteindre cet objectif. Soigner. Et vous êtes aujourd'hui pasteur et médecin. Donc vous pouvez prier et soigner exactement en même temps. Mais alors, on parle de votre père, mais il faut quand même dire un mot de votre mère, parce que c'est quand même elle, et là encore on voit les femmes, c'est quand même elle qui vous a poussé, non? Si vous êtes médecin aujourd'hui, c'est grâce à elle. C'est grâce à elle. C'est grâce à elle sur plusieurs plans, puisqu'en 1955, j'avais fait une infection néonatale, une infection ombilicale. Et ces infections continuent à tuer jusqu'aujourd'hui en Afrique. Ouais, vous auriez dû mourir à votre naissance, voilà, quoi, en exactement. 55. Exactement. Mais ma mère, c'est vraiment... Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire pour obtenir des soins, pour que j'obtienne des soins appropriés. Et à cette époque-là, les antibiotiques, on ne les trouvait pas dans la première pharmacie. Et je crois, ce qu'elle m'a raconté, comme médecin, j'ai compris que j'avais la fièvre et j'avais un ictère. Et donc, ce sont des signes de gravité d'une infection néonatale. Et donc, si vous avez pu survivre, c'est parce que vous avez été soigné par un ou une médecin. Hein. Je ne sais pas, ça devrait être des sœurs, des religieuses qui, à cette époque-là, tenaient les centres de santé ou les dispensaires, mais ça a été un traitement efficace. Mais quand je vois le parcours de ma mère, c'est un parcours de combattant pour essayer d'obtenir les soins de son fils. Et ça, quand elle m'a raconté ça, devenu médecin, gynécologue obstétricien, donc je vois des bébés qui viennent dans notre service avec des infections néonatales et les taux de mortalité qui restent très élevés, même jusqu'à aujourd'hui. Je dis, non seulement c'est à ma mère que je dois le fait d'être médecin aujourd'hui, mais tout simplement d'être en vie et une mère qui se bat pour son enfant. Et qui s'est battue pour que vous deveniez médecin et qu'à votre tour, vous sauviez les autres, quoi, comme vous aviez été sauvé. Absolument. Et même quand j'étais déjà médecin, il disait toujours, vous faites aux autres ce qu'on a fait pour vous.
Alors Denis Mukwege, on vous connaît beaucoup aujourd'hui avec ce surnom de l'homme qui répare les femmes, c'est-à-dire que vous soignez en tant que gynécologue beaucoup de femmes qui sont violées, abîmées dans leur corps. Mais au début, votre vocation de gynécologue, c'était pas ça. C'était pour lutter contre la mortalité enfantine. Effectivement, le deal que j'avais fait avec mon père, c'était on était au chevet d'un enfant malade. Et donc, j'ai fait ma thèse en pédiatrie sur la vaccination contre l'hépatite virale B en 1982-83. Et je commence à travailler dans un hôpital où le médecin, il fait tout. Il est chirurgien, il est pédiatre. Ce sont des hôpitaux ruraux. Et là, je découvre les drames des femmes. Chaque jour, au moins, on m'a amené une femme qui a saigné au village, qu'on n'a pas pu même faire arriver à l'hôpital. Il y en a qui sont mortes en cours de route, d'autres mouraient à l'hôpital puisque, le temps de commencer à les transfuser, les réanimer, c'était trop tard. Et là, effectivement, je commençais à faire une autre réflexion. On ne peut pas soigner des bébés sans leur maman. Il faut absolument sauver ces mamans braves qui donnent leur vie pour leurs bébés, mais malheureusement, souvent, c'est elles qui perdent leur vie. Et donc, j'ai changé d'option, j'ai décidé de faire l'obstétrique pour sauver la mère et l'enfant. Alors, Denis Mukwege, on ne peut pas refaire tout votre parcours. On se retrouve ici pour cet entretien à Angers. C'est dans cette ville que vous avez fait une formation, une spécialisation comme gynécologue obstétricien. Vous avez un attachement à cette ville d'Angers, donc très heureux de vous y rencontrer, même si j'aurais aimé vous rencontrer à Panzi, dans votre hôpital à Bukavu. Mais j'aimerais qu'on parle maintenant de ce qui a complètement changé votre vie et changé votre orientation de vie. C'est l'accueil de ces femmes violées. Vous vous souvenez la première fois où dans votre hôpital, on vous a amené une femme qui avait été violée avec barbarie? C'était la première patiente que nous avions traitée à l'hôpital des Panzi. Cet hôpital, quand je l'avais créé, c'était pour lutter contre la mortalité maternelle. Et avant même qu'on inaugure, les gens ont su qu'il y avait un médecin gynécologue qui était dans cet hôpital et une femme venait d'être violée avec une barbarie inouïe. Et les gens sont venus en courant. Docteur, je pensais que peut-être c'est une femme qui vient accoucher, qui a eu des problèmes pour accoucher. Mais quand j'ai posé la question, non. Elle était violée. Après avoir violé, son appareil génital a été tout simplement éclaté par une arme à feu. Et donc, je me suis retrouvé à réparer, faire d'abord l'hémostase, arrêter les saignements, faire des dérivations pour que cette sphère génitale soit propre. Et devant ces drames, je me disais, ça doit être un malade mental. Un homme normal ne peut pas faire des choses comme ça. Violer, c'est déjà très grave. Mais tirer dans le vagin d'une femme. Dans l'appareil génital d'une femme, c'est une barbarie inouïe. Oui. Donc vous vous êtes dit, j'ai affaire à un malade, mais vous n'êtes pas dit, c'est quelque chose qui va se généraliser. Jamais. Je pouvais jamais imaginer que ça pouvait être une stratégie de guerre. Je l'ai découvert plus tard, et aujourd'hui, j'ai soigné plus de 70 000 femmes victimes de violences sexuelles. Alors justement, Denis Mukwege, on ne peut pas refaire toute l'histoire de cette zone du Congo de l'Est, mais j'aimerais que vous nous aidiez à comprendre quand même de manière un peu simple, parce qu'on n'est pas très bien informé sur ce qui se passe dans votre pays, et ça c'est aussi dramatique. C'est une guerre qui a fait entre 5 et 6 millions de morts depuis 25 ans, une guerre qui ne porte pas son nom, mais qui pourtant est une guerre terrible. Comment expliquer que le viol dans votre région est devenu une arme de guerre? Comment est-ce possible? Le viol comme arme de guerre, d'abord, ce n'est pas un rapport sexuel non consenti. C'est une stratégie de terreur, une stratégie de guerre. Et lorsque nous avons repris
les plaintes et les histoires que les femmes ont racontées, nous sommes arrivés quand même à se rendre compte que ces viols étaient méthodiques et que pour que les groupes fassent ces viols de façon, je dirais, codifiée, ça veut dire que quelque part, il y a une planification. Une organisation et une volonté derrière. Et une volonté derrière de pouvoir commettre le viol, mais le commettre, par exemple, en public, viol collectif, viol avec des tortures, soit par des armes à feu, des armes blanches, ou avec le feu ou des produits chimiques pour détruire l'appareil génital. Ce sont des actes qui sont pensés en avance. Mais donc, quelle est la volonté derrière de ces hommes qui commettent ces actes de barbarie ? La deuxième chose que nous avions constatée, à part le fait que c'était avec une certaine méthode, et la méthode dépendait beaucoup plus des groupes armés. Donc ça veut dire que chaque groupe armé avait sa façon de faire. La deuxième chose, c'est que ces viols sont systématiques. Ils ne tiennent pas compte, ce n'est pas des viols pour un désir sexuel. Un bébé de 6 mois ou une vieille femme de plus de 90 ans, toutes y passent. On a eu même des hommes qui étaient violés. Mais le fait de les violer aussi en public et obliger la famille, obliger l'entourage d'assister à cette scène macabre, c'est une façon de jouer sur la psychologie, non seulement de la victime, mais aussi de toutes les personnes qui vont voir ces scènes qui sont indescriptibles dans une société. Donc le but, c'est de les terroriser et de les faire fuir. Et les faire tout simplement partir. Pour prendre les terres sur lesquelles ils sont installés. Sur lesquelles ces populations sont installées et les exploiter en toute liberté, être en terre conquise. Et tout ça parce qu'il y a des mines sur ce terrain. Est-ce que la cause première, finalement, c'est terrible à dire, mais c'est la richesse de votre région? Vous êtes très riche en or, en pierres précieuses, en métaux rares, en terres rares, comme on dit. Oui. C'est ça la cause? Je crois que c'est ça la cause, puisque malheureusement aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'électronique sans penser au Congo, à cause de ces terres rares qui sont utilisées dans tous les appareils électroniques. Hier, avant-hier, dimanche, dans une mine d'or à Mongolo, c'est dans l'Ituri, et plus de 50 personnes ont été tuées à la machette. Combien ont été violées? On n'a pas encore les statistiques. Et le lundi, donc il y a pas 48 heures, dans une autre mine à Fataki, les enfants, plus de 14 enfants, ont été massacrés. Combien de femmes aussi ont été violées? On ne sait pas. Et donc, ces massacres qui se sont passés donc cette semaine, quand j'étais déjà ici à Angers, se sont passés dans des carrés miniers, dans des endroits où il y a des exploitations minières. Et donc, ces minéraux, que ce soit l'or, le coltan, la cassitérite, tungstène, ce sont des minéraux qui devraient normalement nous apporter la prospérité. Aujourd'hui, ces minéraux, tant convoités, nous apportent tout simplement un lot de misère, comprenant les viols avec extrême violence. En vous écoutant, Denis Mukwege, et en lisant votre livre « La force des femmes », j'ai mieux compris votre discours d'acceptation du prix Nobel de la paix en 2018, ce discours que vous avez donné avec une force qui est impressionnante. Et moi, j'encourage tous les auditeurs à regarder sur YouTube ce discours que vous avez prononcé, qui est d'une puissance étonnante. Et vous dites, réfléchissez au coût humain de ces objets. Vous aimez les beaux bijoux, vous aimez les téléphones, les ordinateurs. Réfléchissez au coût humain de ces objets. Fermez les yeux, dites-vous, devant ces drames. C'est être complice. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, là, aujourd'hui, face à cette interpellation que vous nous lancez à la face, quelque part? On a tous un téléphone portable, je n'allais pas dire on aime tous les bijoux, mais beaucoup de femmes aiment les bijoux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nos auditeurs, aujourd'hui, je crois que
il faudrait d'abord qu'ils comprennent qu'ils ont une force, qu'ils ont la capacité, le pouvoir d'échanger l'histoire, le cours de l'histoire. Ils ont cette capacité. Pourquoi ? Puisque lorsqu'on est consommateur, on choisit ce qu'on consomme. Et je ne dis pas ici qu'il faut qu'on arrête d'utiliser nos appareils électroniques, nos téléphones. C'est devenu un mode de vie. On ne peut pas s'en passer. C'est indispensable. C'est indispensable. Mais si on demande aux producteurs de fournir de preuves que les mines ou les minerais qui sont utilisés dans ces téléphones sont propres, c'est tout à fait notre droit de les faire comme consommateurs et ne pas consommer les yeux fermés. Nous avons cette obligation de savoir l'origine des minerais que nous consommons, les bijoux que nous portons. Nous avons cette obligation éthique et morale de savoir d'où viennent les minerais. Donc si je vous entends bien... Puisque moi je pense que quand on voit dans les mines les enfants qui ont 5 ans en train d'être envoyés dans la profondeur des mines, puisque ils peuvent se faufiler, mais beaucoup y restent. Je crois que personnellement, j'ai cette obligation, je sens cette obligation de pouvoir poser cette question. Et moi, personnellement, je n'achète jamais un gadget électronique sans discuter avec le vendeur. Je sais qu'ils peuvent ne pas nous dire la vérité, mais nous avons aussi la capacité de demander à nos élus de pouvoir légiférer par rapport à ces minerais de conflit. Mais si je vous entends bien, Denis Mukwege, les vrais responsables donc, de ces viols qui sont organisés par des groupes armés, ce sont les commanditaires de ces métaux, de ces matières premières qu'ils achètent ? De toute façon, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, ce sont des pays voisins qui sont membres des Nations Unies, comme la République démocratique du Congo, qui envahissent le Congo, qui envoient leurs armées, soit sous forme de groupes rebelles qu'ils entretiennent, qui financent, c'est eux qui payent les armes, etc. Donc on peut les citer, c'est le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. L'Ouganda, à l'est du Congo. Et je pense que c'est connu de tous. C'est pas un secret. Et je pense que quand un pays envahit un autre, il y a des conventions internationales qui s'appliquent dans ces cas. Pourquoi ça ne s'applique pas quand il s'agit de la République démocratique du Congo? Ça, ce sont des grandes questions. Et ça montre très bien que la chaîne peut-être part du Congo, des pays voisins, mais cette chaîne va plus loin. Où vont ces minéraux et où les entreprises ou les multinationales qui profitent de ces minéraux font en sorte qu'il y ait un silence total par rapport à ces agressions qui, au Congo, chaque jour, on compte le nombre des morts et le monde ne s'émet pas par rapport à ça. Et ça, c'est ça qui fait mal. Puisque... Denis Mukwege, comment vous comprenez que depuis 25 ans, le monde sait ce qui se passe au Congo? Aux Nations Unies, on le sait. Les présidents de la République de votre pays, la RDC, le savent. Les présidents de tous les pays environnants le savent. Notre président français le sait. Pourquoi est-ce que ça ne change pas? Il faut que ça change. Oui, mais pourquoi ça ne change pas? Il ne peut pas y avoir une raison pour que ça ne change pas. La souffrance est universelle. Et je crois que les réactions par rapport aux personnes qui imposent la souffrance aux autres, ces réactions doivent être aussi universelles. Je crois que aujourd'hui, encore plus qu'hier, je suis plus révolté puisque je me rends compte que le monde a la capacité, avec une célérité incroyable, pour dire nous ne voulons pas la guerre. Et ils ont la capacité d'arrêter une guerre. Mais en utilisant excusez-moi, Denis Mukwege, mais vous ne me répondez pas. Vous êtes prix Nobel de la paix. Moi, je crois vous avez fait des discours, vous avez secoué le cocotier, comme on dit, et ça ne change pas, ça ne bouge pas. Il serait très important que vous puissiez poser cette question
aux membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et parmi ces membres, je vous cite la France, les États-Unis, l'Angleterre, la Russie et la Chine. Ils sont au Conseil de sécurité, ils sont informés. Je les ai rencontrés tous. Vous leur avez posé la question. Pourquoi ils ne bougent pas? Pourquoi ça ne change pas? Malheureusement. Pourquoi des femmes sont encore violées tous les jours? Pourquoi des enfants sont exploités tous les jours? Alors qu'on sait ça. Moi, je crois que j'ai l'impression que c'est un cynisme pour les intérêts économiques. C'est dur à dire, mais je ne vois pas une autre raison. Puisque, en fait, toutes ces atrocités se passent dans des zones minières. Nous avions fait même des études qui montrent très bien que là où ces crimes se commettent, c'est là où se trouvent ces minerais, c'est terres rares, et c'est là où se regroupent tous ces groupes armés qui ne se battent pas pour une idéologie. Qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas une guerre ethnique, ce n'est même pas une guerre officiellement, ce n'est pas une guerre entre les États, même si ce sont des États qui organisent, qui envahissent, et nous qui sommes sur terrain, nous le voyons. Mais les médias officiels, ils ne parlent jamais de l'agression, alors que c'est une agression que le Congo est en train de subir. Et moi, je crois que j'aurais bien voulu que, par exemple, vous posiez cette question aux membres du Conseil de sécurité, avec ce que vous savez, comment on peut expliquer le silence, en dehors du fait qu'il y a un cynisme incroyable lorsqu'il s'agit des intérêts économiques. Visage, RCF. Denis Mukwege, je vous l'ai dit, cette émission Visage, c'est pas une émission de géopolitique, c'est l'humain qui m'intéresse, c'est l'homme, la femme que je rencontre. Et là, je suis heureux de vous rencontrer, vous, parce que ça fait 20 ans aujourd'hui que vous dénoncez les horreurs de ces viols de femmes dans votre pays. Et bien sûr, vous avez, comme vous venez de le faire, expliqué comment ces viols sont organisés, commandités. C'est un chaos organisé pour exploiter les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Et malheureusement, ces chaos organisés, ces atrocités se font sur le corps des femmes et des enfants. Alors vous le dites clairement, on a essayé de vous faire taire, y compris dans votre pays. Et moi, j'ai été halluciné en lisant votre livre de voir le ministre de la Santé de l'ancien président Kabila, qui vient vous voir aux Nations Unies en 2011, alors que vous deviez adresser un discours pour expliquer la situation dans votre région du Kivu. Et ce ministre vous invite à déjeuner avant le discours et vous dit clairement, si vous parlez, vous savez qu'il sera impossible de garantir votre sécurité à votre retour. Comment on vit ça, Denis Mukwege? Je peux vous dire que pour moi, c'était tout simplement dramatique. Je suis devant quelqu'un qui est supposé me protéger, qui est là pour moi, de surcroît, un confrère médecin, mais qui me dit cette phrase terrible, si vous parlez, si vous faites ces discours, votre sécurité ne sera pas garantie en République démocratique du Congo. Et en fait, c'est une phrase qui résonne à moi. Et toute ma réaction, c'était, voilà, je sors mes notes et je dis, vous pouvez peut-être le corriger s'il y a quelque chose que vous trouvez qui ne convient pas. Vous pouvez le changer. Moi, je suis flexible. Il dit, non, il n'est pas question d'échanger. Je vous dis tout simplement, ne faites pas les discours. Il va plus loin, il dit « Laissez-moi être plus clair. Si vous parlez, vous faites un choix.
Vous ne pourrez plus retourner au Congo, ça sera trop dangereux. Vous comprenez la situation ? Voilà, exactement. Wow. Et j'ai mon épouse et mes enfants au Congo. Je me dis, ici, je ne pourrais pas vivre si quelque chose les arrive à cause de mon discours. Et c'était la seule raison qui avait fait, je ne pouvais pas prendre une décision aussi grave pour mon épouse et mes enfants. Et donc là, cette fois-ci, vous avez renoncé à faire ce discours. Mais... Je renonce. Après une réflexion, je me dis, c'est quand même grave qu'un responsable puisse me tenir ouvertement et devant témoins un tel discours. Donc, si j'ose faire ces discours, je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Peut-être moi, je peux me réfugier comme j'étais déjà à l'extérieur du pays, mais que vont devenir mes enfants et ma femme. Et donc, j'appelle le secrétaire général des Nations Unies, j'appelle sa représentante spéciale pour la question des violences sexuelles en conflit. Et on discute et elle me dit, Margot Wallström, vous devez faire le choix et le bon choix. Elle vous laisse face à votre choix. Voilà. Et ma responsabilité était de ne pas faire le discours. Mais avec une telle souffrance, de sentir que je ne suis pas protégé par mon pays. Plus que ça, vous êtes menacé. Menacé même. Par mon pays. C'était grave. Pourtant, quelques mois plus tard, vous faites un autre discours. Et là, vous avez osé parler. Une année après, je suis invité par William Hague, le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne. Et là, je fais le discours. Et après mon discours, je retourne dans mon pays. Effectivement, le 25 octobre, il y avait des hommes en armes qui m'attendaient. Et après avoir pris mes filles en otage, ils ont tout simplement procédé à leur sale besogne. Je ne sais pas comment j'ai échappé. Joseph, mais malheureusement, votre employé, Joseph, mon employé, a été tué sur le champ. Et j'étais par terre avec Joseph couvert du sang. Et quand j'ai repris mes esprits, je pensais également que je saignais et que ce n'était plus qu'une question de temps avant que... Et j'avais trouvé que je n'avais rien, mais Joseph a eu 2 balles. Et j'ai compris comment, puisqu'il a essayé, quand le monsieur a commencé à tirer, il a plongé pour me faire sortir dans le champ des tirs, et c'est lui qui a attrapé les balles. Et en fait, il s'est couché sur moi, mais il était déjà blessé. Et ils ont cru que vous étiez mort, et ils sont partis avec la voiture, et ils vous ont abandonné. Ça fait quoi, 6 tentatives d'assassinat auxquelles vous échappez. Aujourd'hui, vous êtes protégé en permanence quand vous êtes dans votre hôpital. Vous, médecins, là pour soigner, vous êtes protégé par 12 casques bleus des Nations Unies qui vous protègent en permanence. Comment on vit ça ? Ce fait d'essayer de dénoncer l'injustice comme vous le faites, et en même temps d'avoir sa vie qui est menacée en permanence. Comment on vit ça ? Je crois qu'à ce moment-là, ma réaction immédiate était « ce n'est pas acceptable, je n'ai fait aucun mal ». Et je viens d'échapper à la mort pour la 6e fois. Je ne peux pas continuer à vivre dans ces pays. J'ai fait ce que je pouvais et je crois qu'il faut prendre ses responsabilités par rapport à ses enfants, par rapport à son épouse, par rapport à sa famille. Et j'avais pris la décision de quitter le Congo. Malheureusement, ça a été pour une courte période, puisque les femmes rurales s'étaient organisées, les femmes d'Idjwi, c'est
c'est en République démocratique du Congo, elles se sont organisées à écrire d'abord au président de la République, et leur lettre était sévère, où elles réclamaient les retours sans condition de leurs médecins. Alors ça, c'est extraordinaire, ce passage. J'encourage vraiment tous les auditeurs à lire ce passage dans votre livre, parce que vous, suite à cette tentative d'assassinat, vous décidez, à regret, de partir vous réfugier, d'abord à Bruxelles, ensuite vous allez à Boston. Ouais. Et là, vous êtes avec vos filles, votre femme, vous êtes à l'abri, ça dure 3 mois, et puis les femmes de cette île, Djibouti, elles écrivent au président de la République, et puis, qu'est-ce qu'elles proposent ? De se cotiser pour vous faire revenir. Elles écrivent, il n'y a pas de suite. Elles écrivent au secrétaire général des Nations Unies. J'ai cherché parmi ces femmes, il n'y a pas une seule universitaire. Ce sont des femmes rurales, mais enseignantes, et lorsqu'elles n'ont pas eu de réponse à ces 2 instances, elles ont décidé de venir chaque vendredi vendre le produit de leurs récoltes, les fruits et les légumes, et mettre de l'argent, $50. Elle s'était fixé un plafond de $50 chaque vendredi, jusqu'à ce qu'elle puisse payer les billets, mon billet retour et de ma famille. C'est vrai que moi, j'avais pris ça comme une blague, puisque je me disais, ce sont des femmes qui n'ont pas $1 par jour pour vivre. Comment elles vont trouver un billet d'avion? C'est pas possible. Et puis elles se proposaient de vous protéger, c'est ça. C'est ça exactement. qui est incroyable. Mais après qu'elles soient venues 3 vendredis de suite, j'ai compris qu'elles avaient déjà $150 dans leur cagnotte et qu'elles n'étaient pas en train de blaguer, mais je savais que c'est un prix fort, puisqu'elles privent leurs enfants de la nourriture, peut-être de la scolarité, pour me faire revenir. Et là, c'était fort. Je ne pouvais pas. C'était fort pour moi de voir à quel point les femmes savent donner, à quel point les femmes savent se donner pour les autres. J'ai posé la question à mes enfants. C'était une histoire émouvante. On était tous en larmes et la décision était prise vraiment sans négociation. C'est là où on salue toujours votre courage, mais moi je tiens à saluer le courage de votre femme, Madeleine, qui est incroyable, et vos filles qui vous ont toujours suivi et encouragé. Et ces 2 filles sont toujours... Elles ont décidé, elles ont fait leurs études maintenant à l'étranger, et elles ont décidé de rester à côté de moi. Et c'est vrai que c'est très, très encourageant. Mais alors, Denis Mukwege, on peut être ému par le courage et la générosité de ces femmes, mais vous, c'est votre vie qui est en jeu. Vous avez quand même osé revenir et pas vous mettre à l'abri et mettre à l'abri vos filles et vos femmes. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Je crois que lorsque les femmes vont jusqu'à accepter de donner leur propre vie, pour vous, vous comprenez très bien que c'est des vies, des milliers, des millions de vies. Quand vous mettez dans la balance entre ma vie et la vie des millions de personnes qui sont prêtes à donner leur vie pour moi, elles pèsent plus que moi. Attendez, c'est très évangélique, là, ce que vous dites, cette phrase que vous dites. Prêtes à donner leur vie pour moi? Et vous êtes prêt à donner votre vie pour elle? Je crois que je ne mérite rien. Et pour être évangélique, c'est tout simplement une grâce. Parce que vous êtes pasteur évangélique. Oui, donc la Bible, vous la lisez tous les jours. Puisque je crois que ces femmes ont montré l'exemple. Elles ont prêché par l'exemple. Et on n'a pas besoin d'être évangélique. On a tout simplement besoin de comprendre ces mystères de l'amour qui donne jusqu'à donner sa propre vie pour des personnes qu'on aime. Attendez, et les femmes nous enseignent ça tous les jours. C'est ces femmes qui vous ont converti, quelque part, vous le pasteur? Je crois que ces femmes m'ont beaucoup appris. Je crois que j'ai appris beaucoup de choses en étant à côté de ces femmes et comprendre même ces mystères de l'amour
qui consiste à donner sa vie pour des personnes qu'on aime. Denis Mukwege, on vient de parler de ce mystère de l'amour. Moi, j'aimerais qu'on parle aussi de ce mystère du mal. Parce que vous êtes confronté, vous, Denis Mukwege, en tant que médecin, cet homme qui répare les femmes, comme on dit, à, je vous cite ce qu'on dit souvent des médias parlant de vous, vous êtes confronté à l'horreur absolue. L'horreur que vous nous décrivez dans ce livre où on voit des femmes qui sont violées, mais violées pendant des semaines et des semaines, attachées à des arbres, traitées pire que des animaux, des femmes qui sont violées, dont on fait pénétrer la machette dans leur vagin, enfin des scènes d'une barbarie absolue. Absolument. Comment on vit ça, Denis Mukwege, quand on est croyant comme vous l'êtes, quand on dit que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance? Comment on peut croire à ça, quand on a vu ça? Moi, je continue à croire dans l'humanité, je crois dans l'homme, créé à l'image des dieux. Encore, malgré tous les violeurs. Absolument. Mais Dieu, c'est pas un dictateur. Les dieux à qui moi je crois, c'est un Dieu qui nous donne la liberté de choisir. On peut choisir de faire le bien, comme ces femmes d'Égypte, et tout comme on peut choisir de faire le mal, comme ces hommes qui commettent ces viols avec toutes ces atrocités. Mais c'est un choix personnel, et ça, c'est pas de la responsabilité de Dieu. Si Dieu nous imposait à tous être bons, il n'y aurait aucun mérite de les suivre, puisque on est créé, mais il nous crée à son image, mais nous avons le choix. Le choix de lui dire de non, faire le bien, de se retourner et de faire le bien ou de faire le mal. Et je vais vous donner un exemple qui, moi, me frappe et qui me parle. Nous sommes des produits parfois de la société qui nous déforme. Mais je continue à croire que même dans une société, c'est à nous de résister au mal. Vous avez déjà vu les petits-enfants. Les petits-enfants, ils n'ont pas toutes les notions que la société a. Les petits-enfants, ils ont, quand vous le voyez jouer dans un jardin, etc., vous allez voir que les enfants, ils jouent, c'est toujours amical, ils veulent se faire des câlins, etc. Ils sont purs. Ouais, il y a parfois un peu de jalousie quand même. Vous avez eu des enfants comme moi, vous le savez. Parfois même petits, ils peuvent être un peu bagarreurs ou jaloux, quoi. Mais les enfants, ils font pas la méchanceté comme on le voit chez les adultes. C'est quand on grandit que la jalousie commence. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi lui il a ça? Moi je ne l'ai pas. Et même c'est nous qui, parfois, créons ces jalousies. Quand vous donnez à un enfant un jouet et que l'autre ne peut pas l'avoir, donc vous voulez dire que c'est culturel, en fait, que l'on transmet le mal quelque part aux enfants qui viennent des adultes. Et c'est un choix. Alors, justement, Denis Mukwege, vous avez rencontré un violeur de 20 ans, un ancien enfant soldat, parce que ça aussi, on l'a pas dit, mais beaucoup de ces groupes armés enrôlent de force des enfants et leur lavent le cerveau. Là, vous avez rencontré un violeur et vous avez pu discuter avec lui. Et vous lui dites, pourquoi violer? Mais pourquoi violer avec tant de sauvagerie? Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Écoutez, moi, la réponse qui m'avait, ce jeune homme, la réponse qu'il m'avait donnée, c'est une réponse qui m'a tout à fait
cassé. J'étais dans une situation où je me disais, c'est incroyable qu'on puisse faire un lavage des cerveaux à un jeune et qu'il arrive à un point de considérer la femme tout simplement comme une poule, et qu'on peut couper la tête, on ne sent pas, on n'a pas du mal en égorgeant une poule, et qu'il puisse comparer. Il vous dit ceci. Sa réponse m'a glacé le sang, écrivez-vous. Quand on tranche la gorge d'une chèvre ou d'un poulet, on ne se pose pas de questions. Une femme, c'est pareil. C'est pareil. On fait ce qu'on veut avec. Oui. Et je pense que c'est lavage des cerveaux. Apprendre aux enfants que les femmes ne sont pas égales aux hommes. Apprendre aux enfants l'inégalité du genre, c'est extrêmement dangereux. Puisque quand ce jeune homme m'a répondu, quelle est la différence ? J'ai compris qu'il était totalement... Il a subi un lavage des cerveaux qui lui permet de faire des choses inacceptables, inadmissibles, impensables. Vous dites aussi que la possibilité des relations sexuelles, c'est devenu un argument de recrutement pour ces groupes armés. Pour leur dire, tu auras de l'argent, des armes. Les armes et les femmes. Et les femmes que tu veux. Et en fait, ces petits garçons, ils croient, ce sont des adultes qui leur disent. Et parfois, ces adultes sont dans une opulence qui fait rêver ces petits adolescents. Et ils sont attirés par cette opulence, en fait, qui est tout simplement mensongère, puisqu'ils n'ont rien fait pour avoir ce qu'ils ont, en dehors de ces faits de tuer, et pour prendre les biens d'autrui. Et il n'avait aucun regret dans ses propos, non, ce jeune non, violeur vraiment, que vous avez je n'avais rencontré. je n'avais pas vu des regrets dans sa façon de s'exprimer, non, il n'avait pas de regrets. C'est comme si ce qu'il disait, il était sincère. Il était gêné de ne pas pouvoir retourner dans son village, à Bunyakiri, mais il était tout à fait à l'aise par rapport à ce qu'il me disait. Denis Mukwege, je voudrais qu'on parle quand même un peu de ce que vous vivez dans l'hôpital de Panzi, avec la fondation Panzi que vous avez montée à Bukavu pour aider ces femmes qui subissent des viols, pour les reconstruire. Vous avez 4 piliers. Vous dites 4 piliers de la prise en charge holistique des victimes. J'aimerais que vous nous expliquiez. Alors, je rêverais de venir chez vous faire un reportage sur le terrain. Mais bon, à défaut de cela, on va essayer quand même de montrer ce que vous faites. Parce que vous vous contentez pas de réparer, je le remets entre guillemets, des femmes qui ont été violées. Donc, il y a les soins physiques, mais il y a aussi tout un accompagnement psychosocial, il y a de la réinsertion socio-économique et il y a du soutien juridique. Alors j'aimerais que vous nous parliez un peu de ces aspects, qu'on comprenne votre action sur le terrain pour aider ces femmes qui ont subi des viols. Et c'est pas 10, 15, c'est des milliers de femmes. Vous nous avez dit 70 000 femmes depuis le début. En effet, je crois que nous, comme médecins, lorsque les femmes arrivent à l'hôpital, c'est puisqu'elles ont des problèmes de santé dû à ces viols. Ça peut être des blessures, ça peut être des infections, ça peut être des complications de ces infections. Et au départ, on les traitait comme médecins, on s'arrêtait là. Mais on avait constaté que ces femmes, même si nous, sur le plan médical, on les considérait guéries, elles ne partaient pas. Elles revenaient avec d'autres plaintes et ça ne finissait pas. Et progressivement, on ne savait pas garder tout le monde à l'hôpital, c'était difficile, on n'avait pas suffisamment de place, mais aussi lorsqu'on leur demandait quand même de partir un peu forcés, ça créait des émotions, elle pleurait, elle se roulait par terre. Donc c'était très très difficile pour moi. Je crois que dans les livres, je parle d'une femme que j'avais envoyée à 300 kilomètres. Elle était venue à l'hôpital par Médecins sans frontières, et quand elle était guérie, je l'avais obligée de quitter l'hôpital, puisque les autres l'avaient besoin. Pour faire de la place aux autres, pour faire de la place aux autres. Mais quand elle est revenue, j'avais une conscience lourde, puisque ce qu'elle craignait, c'est ce qui était arrivé. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'elles sont rejetées
par leur famille. Rejetées par Suite leur au viol, famille, on les suite au rejette viol, dans les elles familles, sont les maris rejetées, divorcent. les maris les quittent, la communauté ne les reçoit pas, elles sont considérées comme des femmes de malédiction, etc. Double peine, quoi. Bref, exactement. Et donc, nous avions compris qu'il faut faire plus. Et le plus, c'était ajouter la prise en charge, l'accompagnement psychologique. Et quand on a fait cet accompagnement, effectivement, les soins médicaux physiques ont porté leurs fruits. On voyait que les femmes, elles étaient beaucoup plus heureuses, elles étaient prêtes à partir. Mais quand elles étaient prêtes à partir, elles posaient quand même cette question, je n'ai plus de famille. Toute ma famille a été massacrée. Mon mari m'a rejeté. La communauté m'a rejeté. Je vais retourner dans mon village, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est à ce moment-là qu'on va créer le troisième pilier, qui est le pilier socio-économique. Et nous avions observé que quand les femmes se portaient bien physiquement, psychologiquement, ça allait mieux. Et que, économiquement, elles étaient capables de se nourrir leurs enfants, les envoyer à l'école, peut-être qu'elles s'arrangent pour avoir un petit toit. C'est à ce moment-là que les femmes reviennent à l'hôpital avec une demande de les accompagner en justice. Et là, c'est le quatrième volet, le soutien juridique. Le soutien juridique. Et quand on a commencé à faire ces soutiens juridiques, on s'est aperçu une chose très très importante, c'est que les femmes ne vont pas en justice pour se venger. Elles ne vont pas en justice pour forcément qu'on mette leur bourreau en prison. Elles vont en justice pour qu'il y ait une autorité qui leur dise « ce n'était pas de votre faute ». Cette culpabilité, il faut avoir quelqu'un qui a de l'autorité et qui dit qui a commis la faute. C'est fou parce que ces femmes qui ont été violées de manière aussi sauvage ont encore une culpabilité en elles. Puisque la société les culpabilise. Elles sont culpabilisées. On les sépare de leurs enfants, on les prive de tout. C'est comme si on les envoyait mourir alors qu'elles ont été violées. Elles sont victimes, mais on les culpabilise pour la deuxième fois de ce qu'elles ont subi. Et donc je crois qu'aujourd'hui, ces 4 piliers, nous les proposons, on ne les impose pas. Les femmes sont libres de choisir un seul pilier, ou 2 ou 3, ou les 4. Mais les femmes, lorsqu'elles sont culpabilisées, le fait d'avoir été violées, être rejetées, ces désirs, ces besoins d'avoir un appui sur le plan légal est très très important. Que la justice soit faite, que la soit justice prononcée. Que vraiment le droit mais bon, soit un des gros problèmes, vous le savez, vous le vivez, c'est l'impunité. Malheureusement. Dans votre pays, c'est incroyable, par la force de la corruption. Il y a l'impunité, la corruption, etc. Mais également l'administration de la preuve. C'est qu'une femme qui est violée en pleine forêt, qu'on retrouve après 6 mois, 1 année, 2 ans d'esclavage sexuel, si elle n'a pas eu un enfant avec son bourreau, quand elle arrive, elle n'a parfois aucune trace. Même si elle est détruite physiquement. La destruction physique, on la voit souvent chez les enfants. Mais chez les adultes, le viol peut se passer sans qu'il y ait forcément une destruction physique. Et je crois que ça pose un gros problème pour les femmes. Mais Elles veulent aller en justice, mais en justice, sur le plan pénal, on leur demande d'apporter des preuves. Vous insistez beaucoup, Denis Mukwege, sur la création d'un tribunal pénal international. Parce que ce qui se vit depuis 25 ans au Congo est inadmissible. Ça avance ou pas? Le conflit en République démocratique du Congo, c'est un conflit internationalisé ou de conflits internationaux, parce qu'il y en a eu beaucoup. Et donc, je ne vois pas comment on peut régler la question de l'impunité avec un tribunal national. Il faut absolument qu'il y ait un tribunal pénal international, puisque la crise elle-même, elle est internationale. Mais vous l'avez demandé très clairement, Denis Mukwege, en 2018, quand vous avez eu le prix Nobel de la paix. Je demande ce tribunal depuis
2010. Ouais. Mais là, vous aviez eu une tribune en 2018. Plateforme, ouais. Est-ce que ça a fait bouger les choses? Pas du tout. Jusqu'à aujourd'hui, aucune recommandation du rapport mapping n'a été mise en œuvre. Ce rapport mapping qui montre les Qui exactions, montre les un certain exactions, nombre d'exactions qui dans votre décrit pays, 617 il est toujours dans un tiroir? Toujours dans un tiroir. 617 crimes qui peuvent constituer des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire même des crimes de génocide. Mais malheureusement, ces rapports sont toujours dans un tiroir. Et ces rapports donnent des pistes de solutions. Car ces rapports, ils ont également enquêté sur la capacité de la justice congolaise de rendre justice. Et ils ont conclu que, après 32 ans de dictature et 26 ans maintenant de conflits armés, le système judiciaire n'est pas fonctionnel. Il est complètement dysfonctionnel et ne peut pas rendre justice. Et donc, ils ont proposé qu'il y ait un tribunal pénal international pour le Congo et où, à défaut, des chambres spécialisées mixtes où on aurait des juges qui viennent d'autres pays et des juges congolais qui peuvent travailler ensemble. Nous attendons. Qu'est-ce qui vous fait tenir, Denis Mukwege? Ça fait des années que vous criez comme ça, vous dénoncez cette injustice. Qu'est-ce qui vous fait tenir? À chaque fois quand je pense que c'est trop, je ne peux plus continuer, il y a toujours un événement, des femmes qui me montrent que tu n'as pas subi ce qu'elles ont subi et elles continuent à espérer, elles continuent à se battre. C'est la force des femmes? C'est la force des femmes qui me fait continuer la lutte, parce que je crois qu'elles sont exceptionnelles. Merci beaucoup, Denis Mukwege. Vraiment, c'est un grand honneur de vous rencontrer. Merci pour tout ce que vous faites, pour toutes ces femmes. Et puis, merci de nous interpeller aussi, nous, qui devons réfléchir comment nous achetons et ce que nous achetons. Je renvoie vraiment à votre livre, La force des femmes, que vous publiez aux éditions Gallimard. Et puis, bien sûr, tous ceux qui veulent vous soutenir, il suffit de taper sur Internet Fondation Panzy, P-A-N-Z-Y, du nom de votre hôpital. Merci Denis Mukwege, bon retour dans votre pays. Je vous en prie. Prenez soin de vous. Merci. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.